surtout, tu as une sorte de charrette remplie de souvenirs agréables et désagréables que tu tires et qui doit être très lourde. Ouais. Ben déjà, une chose qui est absolument dingue, c'est d'abord une des raisons pour laquelle je n'ai aucun succès comme auteur, c'est que je ne bois pas. Et je ne bois pas pour une raison épouvantable, c'est que pendant la cuite, je me souviens d'à peu près tout. Ce qui fait que le lendemain matin, j'ai la totalité des souvenirs, y compris ce que j'ai fait à partir de 2 h du matin, et que j'aurais vraiment mieux fait d'oublier. Alors, vous savez, quand vous l'avez fait une fois, on se regarde le lendemain matin, on regarde en innocent, on ne va plus le refaire. Là, ça peut être possible. Mais je pense que tu as raison, le travail d'oubli est un travail de sauvegarde. Moi, je sais que j'ai tendance à oublier pour ne pas me rappeler des gens qui m'ont fait des crasses, parce que je me dis, merde, j'aurais dû me venger, je ne l'ai pas fait par fainéantise, donc j'oublie. Et alors, du coup, je retrouve ces gens qui m'ont fait, bon, c'était surtout à l'époque où j'étais journaliste de l'Observateur, qui m'ont se tirer dans les pattes, et c'est un milieu de crabe, un panier de crabe, et j'avais tendance à oublier les vacheries qu'ils me faisaient. Pas les vacheries, les petites. Dernièrement, l'article qui saute, qui est remplacé par une publicité. C'est des petits trucs, mais au bout d'un moment, dans une vie de journaliste, ça prend la tête. Et ils étaient toujours surpris que je reste souriant, je leur serre la main et que je ne leur envoie pas après des trucs assez mal vus, je disais, à la profession. Mais c'est parce que, pour moi, c'était trop fatigant de devoir avoir de la rancune pour les autres. Et je sais pas. Je crois que j'ai dû lire ça dans les trucs bouddhistes où ils disent qu'il ne faut pas accumuler des rancœurs contre les autres. Donc j'ai fait ce travail d'évacuation systématique. Tous les gens qui font de saloperies, j'oublie. Et moi, il m'en reste quand même un peu. Hein. J'ai 2 ou 3 personnes qui... Non, mais il y a un moment où on fait ça aussi pour ne pas avoir à se trimballer des rancunes contre les gens. Alors, on a eu cette discussion, rappelle-toi, et je t'avais dit que la première chose qu'on apprend quand on a de la mémoire, c'est à pardonner. Ouais. Parce qu'on ne peut pas trimballer justement le non-pardon. Donc on a le choix entre oublier et pardonner. Mais ça doit prendre une énergie énorme. Parce que tu dois avoir une masse de gens qui se comportent mal, donc tu te souviens. Pas plus que d'habitude. Puis il y a une chose qu'on apprend, ça aussi c'est une technique, mais c'est vraiment une technique psychanalytique. J'ai eu la chance de l'avoir appris il y a 5 ans, et sérieusement de l'avoir appris en école maternelle. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. C'est le soir, quand on s'endort, on fait la paix avec le monde et avec soi-même. On fait la paix avec les bêtises qu'on a pu faire, et Dieu sait qu'il y en a, et on fait la paix avec toutes les choses qu'on a pu nous faire, et Dieu sait qu'il y en a aussi, et on les laisse de côté, et on s'endort en ne les emportant pas avec soi. On emporte avec soi les bons moments de soi dont on est content, les moments de soi où les gens nous ont donné des choses qu'on considère comme précieuses, y compris des choses qui peuvent être douloureuses, hein, on n'est pas des bisounours, et on se réconcilie, et le lendemain matin, on n'y pense vraiment plus. Quand je dis qu'on n'y pense vraiment plus, c'est là, mais on a pardonné. Écoute, on a développé une idée, mais peut-être que l'inverse est bon aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut se rappeler de tout ce qui a été, de toutes les souffrances et de tout ce qui ne va pas, parce que si on l'a reçu, c'est que ça faisait partie des leçons, et qu'en l'évacuant et en disant c'est pas grave, hein, en fait on évacue la leçon qui va avec. Quand la vie nous réserve un moment difficile, c'est pas juste de la méchanceté, ou c'est pas la méchanceté de Dieu ou la méchanceté des autres, c'est peut-être qu'on a quelque chose à comprendre et qu'une expérience pénible est la meilleure manière pour nous d'avancer. Donc si on l'évacue, on perd le positif. Mais ça sera... On va faire chacun leur endroit là-dessus, et on va explorer cette idée, mais en tout cas le thème de la mémoire et de la non-mémoire me semble, voilà, le genre de problème philosophique, enfin, c'est là la science-fiction, mais c'est en fait de la philosophie qui est faut-il se souvenir ou faut-il oublier, faut-il en vouloir aux autres, faut-il pardonner, et comment vivre si on se rappelle de ce qui s'est réellement passé. Et d'ailleurs, comment vivre en supportant le réel? Est-ce qu'on réaménage tout pour notre confort de vie avec les gentils et les méchants? Les gentils en général c'est nous et nos amis, les méchants c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, et on réinvente un monde. Maintenant, imaginons qu'on vous prouve que le monde avec lequel on vit n'est pas le vrai monde, et le vrai monde on vous le sert avec les vraies infos et les vraies valeurs. Est-ce qu'à ce moment-là c'est pas aussi complètement déstabilisant? Parce que notre mémoire c'est aussi une mémoire, c'est comme si on recrit le roman de notre propre vie. Il y a des événements de notre passé dans lesquels on a l'impression qu'on était des victimes et que l'autre était le bourreau, mais peut-être que si on regarde, on ramène réellement une caméra objective du réel et on vous apercevez que c'était peut-être pas si simple, qu'on n'était peut-être pas la victime et que l'autre était peut-être pas le bourreau. Et dans ce cas, il faudrait peut-être redonner une vraie valeur aux événements. Mais ça n'existe pas. C'est le psychanalyste qui doit faire ça peut-être. Mais le psychanalyste n'y était pas.
il faudrait imaginer une caméra qui suive toute la vie de la personne, il y a la vie qu'elle croit avoir, et on puisse lui montrer le film de la vie telle qu'elle a réellement vécue, et qu'elle puisse comparer. Ce serait absolument atroce. Ce serait épouvantable, mais en même temps, ce serait un livre d'horreur absolu. Et le réel, oui, d'avoir une espèce de caméra qui dirait, tu sais, tu as l'impression que tu t'es vachement bien vendu, mais pas du tout. Voilà, il s'est passé ça, rappelle-toi que tu as fait ça, tu as été vraiment mauvais sur ce coup-là. Et puis, de temps en temps, il pourrait y avoir un moment de magie, on dirait, ben, tu crois que tu as raté, mais en fait, tu n'as pas été si mal que ça. Et tu vois, de temps en temps, tu dois relire des pages en te disant, ah là, peut-être que, eh ben, il y a des gens qui vont dire, ah non, justement, ça, c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui est passé. Et je crois que les accidents heureux, tes livres sont remplis d'accidents heureux. Moi, on a fait le travail sur le miroir de Cassandre, de temps en temps, de détecter un truc en disant, mais ça, c'est absolument génial. Et que toi, tu me réponds. Tu as été mon éditeur sur le miroir de Cassandre, je sais pas si. Et il y a une fois où à un moment donné, je lui ai écrit pour lui dire, voilà ce que j'ai compris de ton livre. Alors, en plus, toute l'analyse, je dirais, mythique, mythologique, presque mythopoétique du livre, voilà ce que j'ai senti, voilà tout ce qu'il y a en dessous de mon inconscient. J'ai trouvé ça extraordinaire pour telle et telle raison. Et il m'a répondu, tu me l'apprends. Et je lui ai dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça sans le faire exprès. Et la réponse, si, on peut le faire quand on est Bernard, parce qu'il a un inconscient de concours. Et puis, au fur et à mesure, il avance, à la limite, il oublie la raison pour laquelle il a fait ça, mais ça reste. Et ça reste, et c'est vachement bien foutu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous fabrique un paysage, mais il enterre les fossiles de dinosaures à l'intérieur du paysage sans même y faire gaffe. Et puis à un moment donné, il balance un Indiana Jones au milieu qui dit, oh regardez, il y a des super squelettes de dinosaures, et on se dit, waouh, c'est vachement bien fait. Mais en fait, c'est qu'il a un inconscient qui a tout mis en place. Je sais pas comment il fait, mais il est impressionnant. Alors, je crois quand même que tous les artistes sont en fait des gens qui laissent parler leur inconscient. C'est ça qui définit un artiste. Maintenant, c'est complètement juste, c'est que quand je fais le miroir de Cassandre, je ne sais pas pourquoi je le fais, et que toi, quand tu l'as lu, quand tu m'as servi d'éditeur, tu m'as expliqué des choses que je n'avais pas compris en proprement. Mais même sur les fourmis, je pense que quelqu'un qui fera un travail d'étude dessus pourrait m'expliquer des choses que, au moment où j'ai écrit, je ne savais pas pourquoi je l'ai écrit, et qui ont pris du sens plus tard. Alors ça, c'est aussi un thème romanesque. Je pense que l'artiste n'est pas forcément la personne la plus à même de parler de son œuvre. Il n'est pas forcément la personne qui a le mieux compris son œuvre. En tout cas, moi, je ne suis pas la personne qui a le mieux compris mon propre travail. Et le livre que j'écris, tu m'en as parlé, là, celui que je suis en train de prouver actuellement, quand je le relis, je ne comprends pas très bien ce que je veux dire. Et des fois, c'est peut-être aussi des erreurs parce que c'est mal écrit. Hein. Mais je sens qu'il y a un sous-entendu et je ne suis pas capable de l'exprimer clairement. Et peut-être que je le comprendrai dans quelques années après sa sortie, voire que je rencontrerai des lecteurs qui m'expliqueront ce que je voulais dire. Et ça fait partie de l'échange et de la vie. C'est pour ça que ce n'est pas un produit mort, c'est un produit vivant. C'est un produit qui interagit. Le mot produit est un peu dur. C'est une entité. Le livre est une entité vivante qui interagit avec le lecteur et qui échappe entièrement à l'auteur et qui peut être expliqué par un éditeur, qui peut être expliqué par un ami. Et moi, je pense qu'il y a des lecteurs qui ont mieux compris mon travail que je comprends moi-même mon travail. Et ça fait partie du job d'humilité d'auteur. On fait un spectacle de marionnettes, mais ce que voient les spectateurs et les lecteurs peut être plus intéressant que ce qu'a envie de montrer le montant de marionnettes. Et ben, on va leur poser la question, peut-être lecteur là ici. Est-ce que vous avez des questions à poser à Berbère par rapport à ces livres? Je suppose qu'il y en a un certain nombre, parce qu'il va bientôt falloir finir. Si en plus vous voulez lui donner quelques livres à signer en courant après. Donc y a-t-il des questions? J'ai un beau micro pour le public. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pose n'importe quoi comme question, c'est juste pour donner une impression. Non, c'est raté, et moi on me fait abattre parce que je n'aurais pas été capable. Alors, posez n'importe quoi, de toute façon, j'ai répondu quelque chose. Je sais pas, vous voulez pas savoir l'heure, enfin un truc. Ah voilà. C'est la date de sortie du prochain livre. Est-ce que quelqu'un a un téléphone avec un agenda dessus? Alors vous regardez le premier mercredi d'octobre. Vous allez me dire... Et pourquoi le premier mercredi d'octobre? Alors, mercredi, c'est parce que c'est le jour de l'office. C'est-à-dire que le système industriel de l'édition fait que c'est le mercredi que les libraires ont les livres. Il y a peut-être des libraires parmi vous qui pourront expliquer ça. Et pourquoi le premier mercredi d'octobre? Parce que c'est... bon, moi, je tiens mon rendez-vous d'octobre. Et autant profiter du mois d'octobre le plus tôt possible, donc le premier mercredi d'octobre. Vous avez la date? C'est le 3. Le 3. Bon, bah voilà. A priori, le 3. Mais en fait, vu que je n'ai pas fini, j'ai amené du travail ici. Je vous avais retiré sinon sur mon site bernardverber.com si je n'arrivais pas à tenir le délai, mais normalement, c'est le 3 octobre.
cochon ne mange pas. Ah, deux questions. Pour l'instant, dans 20 ans de carrière, c'est jamais arrivé qu'il y ait personne qui pose des questions, mais ça m'arrivera un jour, je sais bien. Bonjour Bernard, je sais pas si tu te souviens de moi, mais on s'est vu plusieurs fois. Je t'ai pas fait de crasse. Je t'en remercie. Je te pourrai pas la gueule après. Merci. Je voulais juste savoir si tu pensais retomber sur un rythme d'un ouvrage par an ou si tu allais continuer à prendre ton temps. Alors, ce livre, le prochain livre, qui pour l'instant on n'a pas de titre, parce que l'éditeur tient à se mêler du titre, est un grand enjeu parce qu'en fait il fonctionne un peu comme nous les dieux, à savoir il est potentiellement un diptyque, on dit, de livre, il peut y avoir mais je ne veux pas faire la suite si jamais le livre ne marche pas. Donc, si jamais ce livre marche, je pense pouvoir facilement faire la suite parce que bon, il est entièrement bouclé, hein, il y a une chute, il est entièrement bouclé, mais il y a une manière de rebondir dessus pour amener un deuxième coup qui me semble intéressant, mais ça va dépendre de vous. Si jamais le 3 octobre je sens qu'il n'y a pas d'intérêt, ou si je sens feedback que le livre n'a pas plu, il faut quand même que je tienne compte aussi du public. Voilà. Donc, et ça, si je fais ce livre-là, là je pourrais assurer facilement en un an, parce que j'ai déjà la structure. J'ai déjà la structure et je sais surtout où je veux aller. Il y a des auteurs qui avancent, ils font un chapitre, puis un chapitre, et puis ils essaient de se surprendre à chaque chapitre. Et ils arrivent à un moment où il faut boucler l'histoire, et puis ils mettent, bon, ben, finalement ce n'était qu'un rêve, et ils vous les yeux et se réveillent. Une technique comme une autre, ou ça peut être, mais c'était dans un jeu vidéo, enfin il y a plein de variantes. Et vu que j'ai envie de ne pas faire ça, j'écris la fin avant de commencer le début, donc je sais très bien où je vais, et cette fin je l'ai pour le deuxième, au cas où le deuxième existe. Donc c'est pour ça que je pense pouvoir tenir le délai après d'un livre par an. Et maintenant j'ai mon livre sur la mémoire qui serait celui dans 3 ans, dans 4 ans, mais... Si tu t'en rappelles. Pourtant, je dis si tu t'en rappelles. Si je m'en rappelle. Je serai là pour me le rappeler, là, par le site. Moi j'utilise beaucoup et Facebook, et si vous n'êtes pas allé sur Facebook, vous pouvez venir sur Facebook officiel. Et puis, moi je suis pour l'interaction avec les lecteurs, je suis pour vous me rappeler ce que j'ai dit, ce que je dois faire. Puis je suis conscient d'une chose, c'est que je dois beaucoup à mes lecteurs, et que sans eux, j'existerais pas. En tout cas, je suis obligé de faire un métier normal et dans lequel il faut travailler. Et donc, c'est pour ça aussi que je viens ici, c'est pour les voir, pour voir dans les yeux, pas juste sur Facebook, et pour vous dire, on fonctionne ensemble. Et mon envie est de vous satisfaire. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, si jamais ce livre ne vous plaisait pas, ou il ne rencontrait pas le public, je ne vois pas pourquoi je ferais la suite. Donc dans ce cas, je ferais peut-être la mémoire. Mais ça va commencer à tourner sous forme de nouvelles. Autre question? Oui, alors ça va être la dernière question, on explique que là on est un peu... Oh, juste quelque chose. Il faut vous pencher, je crois. Je me lève pour vous encourager. C'est de savoir, est-ce que vous partez sur votre roman sur de nouveaux personnages ou c'est des anciens qui réapparaissent? Alors, cette question, ça me permet de m'avancer. Est-ce que j'ai le droit de la poser ou pas? Oui, vous avez le droit de la poser. C'est simple, c'est la famille Edmond Wells. Et ça démarre avec David Wells, qui est le petit-fils d'Edmond Wells. C'est-à-dire qu'il y a Edmond Wells, il a une fille, cette fille a un fils qui s'appelle Charles Wells, vous allez découvrir. Et ce fils, Charles Wells, a un fils qui s'appelle David Wells. Et au moment où démarre l'histoire, là vraiment, je vous spoile pas trop, mais en même temps je vous mets un peu dans l'ambiance, il a 27 ans, et c'est un biologiste aussi. Et les découvertes qu'on a découvertes dans les fourmis vont trouver une prolongation, mais qui n'est plus en rapport avec les fourmis, une prolongation dans le futur proche. Donc c'est de la prospective, comment dire, c'est une réflexion philosophique sur où on va. Vous me voyez encore? C'est une réflexion philosophique sur où on va et où va notre espèce et comment elle évolue, à partir d'une sorte d'élan qui avait été donné dans les fourmis. Les fourmis, c'était il y a 20 ans, donc 20 ans plus tard, je reprends mes personnages. Et donc on va retrouver l'encyclopédie, ce qui me permet, parce que je sais qu'il y a un public encyclopédie, donc pour eux,
Voilà, c'est idéal. L'encyclopédie, ce qui est bien, c'est que ça me permet de vous raconter des petites histoires, mais je ne vous prends pas la tête, plus de 10 lignes. Donc comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez frimer le soir dans les dîners, vous pouvez. Mais si vous n'avez pas envie des trucs érudits, vous le sautez. C'est l'interaction, c'est la littérature interactive. Donc on retrouvera David Wells, qui est mon héros, et l'encyclopédie. Et voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus. Mais il se passe des tas de choses, je peux dire. Écoute, merci Bernard. Merci à vous. Il y a un film documentaire qui va être passé à quelle heure? Vous ne savez pas? 16h30. Donc ce film est fait par un monsieur que je voudrais qu'on applaudisse ici, qui est Stéphane Cross, qui est là, qui se cache. Alors il dit 16h15 au Palais. Est-ce que tu peux te lever, Stéphane? Alors Stéphane a fait beaucoup de striptease, des émissions, et il fait des documentaires fabuleux. Bon là le sujet, c'est pas terrible, c'est moi, mais sinon je vous conseille de suivre son œuvre, c'est un très très grand documentaire. Et donc c'est 16h15 au Palace. 16h15 au Palace. Et après je fais une petite conférence. Merci.